Bienvenue à toutes et à tous dans notre seconde édition de Allo Odéon. On est en direct de l'occupation du théâtre, c'est notre 18e jour d'occupation. On a décidé de faire un live Facebook dédié à la réforme de l'assurance chômage et surtout à ses dangers. Mais avant ça, on tient quand même à vous signaler que déjà on est très enthousiaste. Enthousiaste parce qu'il y a de plus en plus de lieux occupés à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, avec par exemple le Théâtre national de Bruxelles. Au dernier décompte, aujourd'hui, on était à 67 lieux occupés. On voulait aussi vous dire qu'on était très déterminés. Déterminés malgré les annonces de M. Castex. En effet, on a pris le choix de résister. Ils ne confineront pas nos colères, nous continuons et nous continuerons à occuper. Du coup, ce live, il vise à montrer en fait l'inconséquence de la réforme de l'assurance chômage. Et en fait, on a décidé de faire un live pour que vous n'hésitiez pas et que vous posiez des questions dans le but que ce soit un échange. Avant de laisser la parole aux deux occupants qui vont vous parler de cette réforme, je voudrais vous lire le communiqué qu'on a rédigé en arrivant le jeudi 4 mars à 15h. Depuis le jeudi 4 mars, 15h, nous occupons le théâtre de l'Odéon. Cela fait un an que nous Cela fait un an que nous, travailleurs et travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sommes dans l'incapacité de travailler et de vivre de nos métiers. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production, les lieux de grande consommation, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeurs et des chômeuses, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs et les travailleuses précaires, extra et saisonniers, entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrantes ou intermittentes en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès à toutes les travailleuses et travailleurs à l'emploi discontinu et autrices et auteurs au congé maternité et maladie indemnisés. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons, dans les plus brefs délais, une réunion du Conseil national des professionnels du spectacle avec le Premier ministre. Enfin, nous, occupantes et occupants de notre théâtre de l'Odéon, demandons le libre accès à la place et au bâtiment. Nous vous appelons à venir en masse à 14h devant notre théâtre de l'Odéon pour une assemblée générale. Et du coup, je laisse la parole à Samuel Churin et Denis Grévaux qui vont vous parler de cette réforme. Merci Denis. Bonjour. On va tâcher de faire une petite présentation à deux ensuite préparer un échange. Déjà, petite info au passage, donc on a appris que le CNPS, dont Noémie vient de citer, le fait que nous demandions sa réunion, qui était prévue demain, le 22 mars, a été annulé du fait que la ministre a le Covid. On lui souhaite un bon rétablissement, mais ça ne change rien à notre détermination à obtenir satisfaction sur toutes les revendications qui ont été citées, et en particulier sur le retrait de la réforme d'assurance chômage et le fait que tout le monde doit avoir des droits. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un peu ce soir, avec la connaissance qu'on a du dossier et en échangeant sur les questions, parce qu'évidemment c'est un dossier un peu technique. Donc moi je suis Denis Gravouille, je suis secrétaire général de la CGT Spectacle et je suis négociateur pour la CGT de l'assurance chômage. Donc j'ai participé aux discussions qui s'appellent des concertations avec le gouvernement et notamment avec
une autre ministre qui a le Covid en ce moment, qui est la ministre du Travail, Madame Borne. Il se trouve que pendant des années, sans pouvoir tout refaire l'historique de comment sont construits les droits à l'assurance chômage, depuis 1958, il existe une assurance chômage gérée au sein d'un organisme qui s'appelle l'UNEDIC. Et cet organisme a été créé dans une période de relatif plein emploi, sauf pour les femmes. Mais ensuite, on a connu une baisse, une augmentation du chômage, et qui s'est accompagnée, surtout à partir des années 80, pendant que montait la précarité, pendant que montaient toutes les recettes que peuvent inventer le patronat pour créer des contrats précaires, voire des contrats en dehors du Code du travail, les droits à l'assurance chômage, à la protection sociale, c'est réduite. C'est réduite particulièrement pour une catégorie, qui sont justement les travailleurs à emploi discontinu, ce qui existait dans une annexe, les intérimaires et autres intermittents hors spectacle. Et donc, on est dans le même bateau depuis des années. On a réussi plus ou moins, avec des bas comme en 2003 et des hauts comme en 2016, à gagner des droits, pour garder des droits pour les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens intermittents du spectacle, qui sont dans les annexes 8 et 10. Mais les droits, on n'a pas réussi à empêcher une baisse de droits très importante pour ces personnes-là. Et il se trouve que le contexte, depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est une accélération de cette baisse. Avant la crise Covid, le gouvernement a décidé unilatéralement une réforme de l'assurance chômage qui a prévu déjà au 1er novembre 2019 un durcissement du seuil d'accès. C'est comme si pour les intermittents, on avait moitié plus d'heures à trouver. Donc un durcissement du seuil d'accès qui n'est que suspendu depuis le mois d'août et qui doit reprendre à une période indéterminée, mais en fin 2021 ou fin 2022. Et par ailleurs, un changement de calcul de l'allocation des allocations, ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, au 1er juillet. Et ça, c'est un décret qui est en cours de travail, de publication, qu'on essaye d'empêcher, que tous les syndicats essaient d'empêcher, pour une fois unis. Et ce décret prévoit une baisse des droits considérable pour des intérimaires, des saisonniers, des guides conférenciers, toutes sortes de professions à emploi discontinu, qui, dès le 1er juillet, pourraient voir leurs droits baisser quasiment divisé par 2 pour certains. Voilà, donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, je passe ensuite la parole à Samuel, on mène cette bataille. Les intermittents du spectacle revendiquent une prolongation de l'année blanche parce que évidemment, le 31 août, ça ne suffit pas, le 31 août 2021. Il aurait fallu qu'on soit mis à retravailler normalement depuis le 1er septembre 2020 pour avoir un an pour faire les fameuses heures. Mais dans ce contexte-là, non seulement on risque de n'avoir que des miettes, une petite prolongation ciblée sur certains, c'est déjà plus ou moins ce qui se dit dans les propos du gouvernement et dans la lettre de mission qui est confiée en Daguerron. Et puis, de toute façon, il y a une renégociation en 2022 de l'assurance chômage, après la présidentielle, juste après, où s'il y a un contexte de baisse des droits pour l'ensemble des chômeurs, il y aura une baisse des droits pour un saccage aussi pour les intermittents. On est dans le même bateau, ce sont nos collègues qui travaillent sur les festivals, avec nous parfois, au catering, à l'accueil ou autres, et c'est pour ça qu'on est dans la même bataille, et on va essayer de rentrer un peu dans les détails. Bonjour, Samuel Churin, coordination des intermittents et précaires et occupant aussi à l'Odéon. D'abord, il faut rappeler ce chiffre absolument obscène. Plus d'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Vraiment, il faut l'avoir en tête. Plus d'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. Imaginez que plus d'un malade sur 2 ne soit pas couvert par l'assurance maladie. Voilà, ce sera un massacre. Eh bien, c'est un massacre du côté de la protection sociale et de l'assurance chômage. Je vais particulièrement vous parler des annexes 8 et 10, parce qu'on raconte beaucoup de choses qui sont fausses sur les annexes 8 et 10. C'est quoi ces annexes? Ce sont des annexes au règlement. L'assurance chômage, il y a un régime général qui est très bien pensé pour couvrir les gens qui sortent de l'emploi stable. Vous avez travaillé pendant 7 ou 8 ans, par exemple, vous vous retrouvez au chômage, vous êtes indemnisé pendant 2 ans maximum si vous avez moins de 52 ans, 3 ans ou plus, mais ça, les règles sont bien pensées pour ça. En revanche, ces règles-là de calcul étaient très mal pensées pour les gens qui sont dans la discontinuité, pour des gens qui alternent emploi et chômage, pour des gens qui, comme nous, avaient des petits contrats. Et donc, on a décidé que les gens du spectacle, du cinéma, techniciens du cinéma, puis après
les artistes devaient avoir un régime spécifique avec des règles de calcul adaptées à leur pratique d'emploi. Donc au départ, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très important de comprendre ça, c'est que les annexes 8 et 10, ce n'est pas un statut, c'est un régime spécifique d'assurance chômage, et que ce régime d'assurance chômage n'a pas du tout été pensé au nom de l'art et de la culture, mais a été pensé au nom de la discontinuité de l'emploi. Au nom de la discontinuité de l'emploi, pas au nom de l'art et de la culture. Et le souci, c'est que à partir des années 90, on a vu l'explosion des contrats courts. Ce sont ces catégories de chômeurs qui ont particulièrement explosé. La chose, c'est qu'à la télévision, on vous propose toujours les chômeurs de catégorie A, ceux qui sont au chômage total. Or, ce sont les chômeurs de catégorie B et C, dont nous ne présente jamais les chiffres. Ceux-là sont passés de 500 000 à 2 200 000. C'est eux qui ont augmenté de plus de 200%, quand les autres catégories A n'ont augmenté que de 3,4%. Eh bien, le problème, c'est que ces gens-là, on les a lâchés dans la nature. Parce qu'ils avaient une annexe. Les intérimaires, tous les précaires, les intérimaires, les extras dont on parle, dont a parlé Denis, les guides conférenciers, ils avaient une annexe. Avant 2014. Et puis surtout avant 2017 où elle a été supprimée. C'était l'annexe 4. Parce qu'eux aussi avaient des pratiques d'emploi différentes des nôtres, mais des pratiques d'emploi discontinues. Et on les a lâchés dans la nature parce qu'on a supprimé l'annexe 4. Et donc là, quand on a tous demandé qu'une année blanche soit accordée à l'ensemble des intermittents de l'emploi, car nous sommes, nous, intermittents du spectacle, l'arbre qui cache la forêt. Nous sommes 125 000 indemnisés, mais il y a 800 000 personnes, intermittents de l'emploi, hors spectacle, dont on ne parle jamais, parce qu'eux ne jouent pas de Racine et ne jouent pas de film. Et nous, on nous a accordé l'année blanche, et on a simplement oublié de leur accorder l'année blanche à eux. Comme l'a dit Denis, ce sont des gens qui sont exactement dans la même pratique d'emploi que nous, que nous pouvons retrouver sur les plateaux de cinéma, par exemple, qui travaillent dans le catering, mais vous avez 2 personnes qui travaillent dans le catering, donc qui travaillent dans la restauration. Il y en a une qui est employée directement par la boîte de production et qui peut émarger à l'annexe 8 et qui a eu l'année blanche. L'autre à côté qui est employée par une boîte d'externalisation qui n'est pas directement la production. Donc elle n'a pas le bon employeur, elle a un employeur qui fait de la cantine itinérante, et elle, parce qu'elle n'a pas l'employeur qui est un employeur qui peut émarger aux annexes 8, elle est au régime général. Voilà, j'ai un cas comme ça, et donc elle fait exactement le même boulot que l'autre, elle est exactement dans la discontinuité, et elle n'a pas cette année blanche parce qu'elle dépend du régime général, et elle ne dépend pas de l'annexe 8. Ça, c'est un immense scandale, et c'est pourquoi, dans les revendications, en dehors de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage dont Denis a parlé du 1er juillet, le retrait total, évidemment qu'il faut des droits immédiatement pour eux, pour ces gens-là, parce que eux, depuis le début de l'année, n'ont ni salaire, ni chômage partiel, parce que le plan de chômage partiel a été réservé évidemment pour les gens qui signaient un contrat d'avance, donc soit les contrats à durée indéterminée, soit les gens qui avaient un contrat en cours, donc les CDD, mais ensuite quand ils sont finis en CDD, il n'y a plus de chômage partiel. Et en ce temps-là, évidemment qu'ils auraient dû avoir. Évidemment, c'était la logique qu'ils aient le même plan d'urgence que nous, savoir une année blanche pour avoir une couverture sociale. Il s'agit en fait d'avoir une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi, ce qu'apportent les annexes 8 et 10. Je voudrais simplement finir par une chose, c'est que il ne faut pas croire que les salariés de l'emploi stable ne doivent pas s'intéresser à l'assurance chômage. Parce qu'il s'agit d'une chose qui est très importante à comprendre. Il s'agit du lien de subordination. Le lien de subordination, c'est celui qui lie l'employeur à son salarié. Il faut bien comprendre que plus l'assurance chômage, c'est la misère, plus le lien de subordination est tendu. Pourquoi ? Parce que celui qui est dans l'emploi stable, le patron peut lui dire, si tu n'es pas content, tu t'en vas, et il y en a 300 qui veulent ta place. Et lui, sachant que l'assurance chômage c'est l'horreur, va s'accrocher à son boulot à tout prix. Va s'accrocher à son boulot, même humilié, même au boulot épuisant, même mal payé, il va s'accrocher parce que l'extérieur c'est l'horreur. Donc assurer des droits sociaux conséquents, c'est donner la possibilité, par exemple, à quelqu'un de démissionner et dire c'est bon, je démissionne, je serai couvert. C'est pourquoi les droits attachés à la personne, dont Denis va parler après, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et je finirai par cette phrase. Pourquoi on en est là ? Parce que depuis toujours, les politiques, notamment, se sont uniquement attachés à l'emploi et aux gens qui perdaient leur emploi. Et systématiquement, ce qu'on voit, ce sont des gens qui sont très très émus au moment où les ouvriers
subissent un plan de licenciement, donc on les voit à la sortie des usines, et ils ont tout à fait raison de défendre les salariés qui vont être victimes du chômage. Et donc là, à ce moment-là, dans le langage courant, ces gens-là qui vont être licenciés sont des victimes, mais une fois qu'ils basculent chômeurs, ce sont de fait des coupables. Eh bien, il faut arrêter de rendre les chômeurs coupables, et il faut absolument que l'assurance chômage soit au cœur des débats et fasse l'objet d'un grand débat national. C'est aussi important que les retraites. Et avant de passer aux questions, ouais, on est remonté parce qu'on est motivé avec l'ensemble du mouvement d'occupation là, qui s'étend, comme l'a dit Noémie, mais parce que on sent que ce qui se joue dans les théâtres, dans les lieux culturels, dans les occupations, c'est aussi que d'une part on a besoin de retrouver du lien social, d'une part on a besoin de retrouver l'envie de collectif, de culture, de musique, de danse, de toutes les disciplines culturelles, mais aussi parce que cette montée de la précarité et cette attaque contre l'ensemble de ceux qui sont concernés, c'est quand même 1 personne sur 4 dans le monde du travail. Quand on regarde la population active, c'est 1 personne sur 4 qui subit une forme de précarité, qui n'a pas l'emploi qu'elle souhaite, l'emploi stable ou autre. Et c'est bien pour ça quand on a 1 personne sur 4 qui est concernée, il faut trouver une autre forme de société. Effectivement, Samuel a glissé la piste de la sécurité sociale professionnelle que propose la CGT, qui est une forme de salaire à vie, depuis l'entrée dans les études après le secondaire jusqu'au décès, donc qui inclurait la retraite. C'est une façon d'assurer, puisque la Constitution de 1946 prévoit un droit au travail, que tout le monde a le droit au travail et que s'il est privé de ce droit au travail, il a un droit à un revenu de remplacement. C'est le principe de la sécurité sociale créé par Ambroise Croizat dans la foulée du programme du Conseil national de la résistance. Eh bien, il faut assurer un revenu de remplacement au minimum à tous ceux qui sont concernés et une progression. On va y revenir, mais quand on regarde par exemple la crise des Gilets jaunes, eh ben, c'est toute une crise liée à la précarité, à ce déclassement et au fait que toute une population, comme l'a dit Samuel, n'est même pas couverte par l'assurance chômage et au milieu n'a que des minima sociaux. Il faut repenser cette protection sociale pour que tout le monde soit couvert et assurer justement le fait qu'on évite d'en faire une armée de réserve pour le patronat qui est à la merci des petits boulots et qui met la pression sur l'ensemble du monde, l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. On va passer à la première question. Du coup, il y a quelqu'un qui nous demande comment faire le lien avec les autres luttes et par exemple les gilets jaunes que tu viens de citer. Alors, on va répondre à deux, mais le débat là ce soir c'est sur l'assurance chômage. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à comment on fait lien avec toutes les autres luttes, mais ce qui a été proposé ici à l'Odéon et qui est largement partagé par les occupations qu'on a rencontrées, c'est qu'on ne prétend pas être les seuls à lutter, on ne prétend pas tout savoir et connaître toutes les luttes. On a un cahier revendicatif qui a été cité tout à l'heure, dont le retrait de l'assurance chômage est un point essentiel, majeur, que nous ne voulons pas lâcher si on obtient satisfaction sur d'autres points. Je vous rassure, pour l'instant, on n'a obtenu raison sur rien. Mais par contre, on donne la parole à toutes les luttes qui peuvent converger et on incite, c'est ce qu'on a proposé en occupant des lieux, même au-delà des lieux de culture, on incite à faire converger les luttes. On en parle souvent, mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des luttes qui se rejoignent et qui ont tout en commun le refus de la précarité et le besoin d'une autre politique sociale. Et ça passe par le retrait de l'assurance chômage, par la réforme de l'assurance chômage, mais ça passe aussi par l'ouverture des droits pour toutes et tous. C'est ce qu'on redit quand on dit qu'on veut l'année blanche pour tout le monde. Oui, le lien est assez, je dirais pas assez facile, mais de fait, cette réforme de l'assurance chômage, le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui est maintenant sur beaucoup de frontons de théâtre, doit engager ou inciter les chômeurs précaires à aussi, eux, participer à ces occupations et à défendre, effectivement, ce que nous défendons ici pour toutes et pour tous. Ce n'est pas une lutte qui est circonscrite aux intermittents du spectacle, mais qui va bien au-delà, vous l'avez compris, puisque défendre l'assurance chômage, c'est une lutte qui peut effectivement être un combat de gilets jaunes, un combat qui concerne tous les précaires et tous ceux qui augmentent le chiffre de la pauvreté, puisque je ne vais pas vous rappeler qu'on a passé le chiffre historique de 10 millions de pauvres, et je pense que l'assurance chômage est une forme de sécurité sociale professionnelle, ou en tout cas, nous, à la coordination, on a un nouveau modèle d'indemnisation, et Bernard Friot a une autre proposition,
concernant ces droits attachés à la personne et détachés de l'emploi. Je pense que ça concerne absolument tout le monde. Et en ce moment-là, les gens peuvent rejoindre les occupations ou les discussions qu'il y a devant tous les théâtres. On appelle à élargir ce mouvement au maximum partout en France. Et quand on fait le lien, comme on l'a fait dès le début, avec par exemple les métallos de la SAM dans l'Aveyron, qui sont en lutte pour éviter de se retrouver au chômage, justement, puisqu'il y a 300 suppressions de postes sur 900, et ben on fait le lien parce que c'est le même combat. C'est ce droit au travail et cette façon de lutter contre une marchandisation du travail où le patronat décide qui a droit à un emploi ou pas et décide qui a le droit d'existence. C'est ce lien de subordination-là qu'il faut revoir avec un autre système. Ensuite, on nous demande comment s'emparer de la disparition de l'annexe 4 et quels droits pour eux. Ça qui commence. C'est quoi? Comment s'emparer de la disparition de S'emparer de la disparition de l'annexe 4. Ouais. Bon, alors, faut savoir, pas être technique, mais que l'annexe 4 a disparu en deux temps. Déjà en 2014, donc sous gouvernement Valls. En fait, elle a été réduite. En fait, on a dit, l'annexe 4, maintenant, sera réduite aux seules personnes qui sont intérimaires, qui passent par les boîtes d'intérim. Donc, ça exclut, déjà en 2014, tous les extras, hôtellerie, restauration, les guides conférenciers. Et puis en 2017, Macron et sa bande ont décidé de supprimer l'annexe 4. Alors, il faut juste préciser que c'est pas tout à fait les mêmes interlocuteurs. Pendant des années, les conventions d'assurance chômage, elles ont été négociées par c'est une délégation du Code du travail qui le confie à ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat, essentiellement le MEDEF, et les 5 centrales syndicales, donc CFDT, FO, CFTC, CGC et CGT. Donc en 2014, c'est un accord entre un centre d'organisation, la CGT ne l'a pas signé, dont la CFDT, qui a vidé de son sens les droits de l'annexe 4. Et puis du coup, de fait, elle a été supprimée en 2017. Donc là, on a alors que tous les syndicats sont d'accord pour dire là, on ne veut pas de la baisse des droits au 1er juillet et de cette réforme d'assurance chômage, il faut bien voir qu'on a été un peu les seuls à la CGT à se battre contre parmi les syndicats qui n'ont pas signé. Mais évidemment, c'est ça qu'il faut revoir. Il faut remettre sur le tapis ce que doit être la protection sociale. On est face à un patronat qui veut aller encore plus loin que la réforme de Macron dans les dernières discussions qui ont eu lieu. Ben justement, il va falloir se battre parce que sinon, il ne restera plus grand-chose. S'il n'y a plus qu'un chômeur sur 3 indemnisé avec des droits ridicules, il n'y aura bientôt plus d'assurance chômage et on va se retrouver à un projet très libéral, c'est-à-dire une espèce de revenu universel d'activité, un minimum, un filet de sécurité, 6 ou 800 balles pour tout le monde pendant 6 mois, conditionné en plus au fait d'accepter du travail gratuit. Et c'est l'horizon dans lequel les néolibéraux veulent nous amener. C'est ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne, c'est ce qu'ils veulent faire dans différents pays. Et c'est évidemment le contraire. On propose exactement le contraire, puisque nous, on veut que personne ne se retrouve avec ce minimum ou rien du tout. Oui, pour compléter simplement sur l'annexe 4, effectivement, j'étais pas en négociation, mais en discussion au ministère du Travail la semaine dernière avec les extras de l'hôtellerie et restauration. Et sur l'annexe 4, ils nous ont bien rappelé, les deux personnes en face, que la plupart des syndicats n'étaient pas d'accord pour le retour à l'annexe 4, c'est ce qu'explique Denis, parce qu'effectivement, l'annexe 4 a déjà été réduite, et ça, c'était certains syndicats de salariés qui ont validé l'accord du MEDEF. Et ensuite, ils ont dit, mais de toute façon, là, il n'y a plus d'annexe 4, donc c'est difficile de leur obtenir l'année blanche. Vous voyez la perversité du truc, c'est-à-dire qu'on leur a supprimé l'annexe 4, et maintenant, ces gens-là, on leur dit, on aimerait bien vous rattraper comme les gens des annexes 8 et 10, mais vous n'avez plus d'annexe. Donc on ne peut pas vous séparer des autres chômeurs, puisque vous êtes tous au régime général. Vous voyez un peu le délire. C'est extrêmement pervers, donc moi, j'aurais quand même fait remarquer que c'est eux qui avaient supprimé définitivement l'annexe 4, et là, de manière provisoire, on ne pouvait même pas les remettre dedans pour qu'ils obtiennent, comme nous, une année blanche. Voilà. Bon, la prolongation des droits, de toute façon, même avec sans annexe 4, était possible. Donc c'était de la free, puisque au contraire, ils ont prévu de filer une petite prime et de saquer les droits des personnes concernées au 1er juillet. Donc quand on veut, on peut. Je parlais des prétextes qu'ils trouvaient, évidemment, pour dire qu'il n'y a plus de cadre juridique, donc on ne peut pas leur récupérer des années blanches. Je sais bien que c'est que des prétextes. Comment articuler réouverture et retrait de la loi assurance chômage? Déjà, il y a même plusieurs étapes entre réouverture, parce que dans nos revendications, il y a plusieurs sujets. Et la réouverture, par exemple, c'est important, on veut tous retravailler.
Mais ce qu'on dit du côté de la sécurité spectacle et dans tous ceux et dans les chartes de toutes les occupations, c'est qu'une réouverture, d'abord, elle est tardive. Là, on sait que c'est pas avant 4 semaines minimum. Et puis, même quand ça réouvrira, ce sera une réouverture dégradée. Il y aura des jauges pas pleines, il y a des spectacles qui n'auront pas lieu, il y a des festivals qui n'auront pas lieu, qui sont déjà annulés. Donc, nous, une réouverture on est pour la réouverture, mais une réouverture où il y a une personne sur 4 qui travaille, c'est totalement insuffisant. Donc, c'est pour ça qu'on articule ça avec un plan de reprise qui permette à tout le monde de travailler, qui permette de financer une politique culturelle qui permette de présenter une multitude de spectacles dans toute leur diversité, avec éventuellement des lieux alternatifs qui ouvrent, puisque les salles seront pleines quand l'embouteillage sera certain dans les salles. Et cette reprise, c'est un plan pour l'emploi, c'est un plan conditionné à l'emploi qui permet de retrouver le volume d'emploi pour que tout le monde puisse retravailler, puisqu'on n'a pas été couvert par l'activité partielle. C'est même encore mieux, puisque ça nous permet de retravailler avant l'ouverture en résidence, en répétition, en création, et après jusqu'à l'accompagnement du retour complet à la normale. Alors, si je résume, on veut travailler, réouverture et plan de reprise, et on veut des droits sociaux, parce que en plus d'avoir été empêché de travailler, comme nos collègues d'extra-hôteliers ou autres, on a besoin évidemment de ce revenu de remplacement, de la garantie de tous les droits sociaux, comme par exemple l'accès au congé maternité ou maladie. Et donc l'articulation, c'est que on veut travailler, il faut une réouverture et une reprise, et on veut des droits sociaux qui n'oublient personne. Et si ça n'oublie personne, eh ben, c'est l'année blanche pour tout le monde et l'annulation de la réforme d'assurance chômage. Oui, et puis effectivement, et pour compléter, effectivement, pour résumer, la réouverture ne signifie pas la reprise totale de l'activité. On a des gens ici, effectivement, comme l'a dit Denis, des musiciens qui devaient jouer dans des festivals à l'extérieur. Ces festivals sont annulés, la réouverture, c'est pas pour ça qu'ils vont jouer. Les musiciens qui jouent dans des bars, c'est pas parce qu'il y a une réouverture des lieux, mais quels lieux ceux-là ne sont pas ouverts, donc ils ne pourront pas jouer. Les amis qui font du théâtre de rue me disent tous les jours, pour nous c'est une catastrophe parce que les festivals de théâtre de rue sont annulés cet été, donc de toute façon ils ne pourront pas jouer. Il y a eu un sondage qui a été fait ici en AG où un camarade a dit mais les lieux ont rouvert en juin dernier, qui a retravaillé? Personne n'a levé la main. Bon. Et puis on a un exemple flagrant, on a avec nous ici des extras de l'hôtellerie. À ce que je sache, les hôtels sont ouverts et pourtant, eux ne travaillent pas en tant qu'extra et sont loin de retravailler puisque les hôtels fonctionnent à 10% ou 20% de gens qui sont en contrat à durée indéterminée. Alors, c'est pas pour que eux reprennent l'activité. Donc, on voit bien que le grand piège de la réouverture des lieux, c'est un vrai piège parce que déjà, il y a plein de gens qui ne travaillent pas dans des lieux. Et puis ensuite, que, effectivement, la réouverture des lieux ne signifiera pas du tout la reprise totale d'activité. Il faut une réouverture qui soit une reprise complète de l'activité. Et ça s'accompagne. Sinon, on aura un taux de chômage, un plan social majeur dans nos secteurs, comme il y a un plan social en cours pour les camarades, collègues de l'hôtellerie-restauration, les saisonniers et plein d'autres professions, de conférenciers qui sont dans une situation particulièrement grave. Et puis on pourrait aussi dire que le choix est politique et pas sanitaire, parce qu'on voit qu'effectivement ils ouvrent les églises, ils ouvrent Drouot, ils ouvrent l'hôtel des ventes de Drouot, par exemple, il y a des gens qui regardent quelqu'un qui parle, c'est les mêmes procédés logistiques, et on pourrait se demander, voilà, pourquoi est-ce qu'on ouvre le BHV et pas le musée d'Orsay? C'est un choix politique, et c'est un choix politique, il faut qu'il l'assume. Peut-on risquer de se faire déloger les prochains jours du confinement? Alors ça, c'est une question qui ne concerne pas le débat sur l'assurance chômage, mais on va quand même y répondre. On n'a ni plus ni moins de risque de se faire déloger qu'avant le confinement. Avant, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi après 18h. On occupait l'Odéon et plein d'autres lieux. Là, on n'a pas le droit de sortir de chez soi dans un rayon de 10 km, des 30 km dans ce coin-là. Mais on a le droit de venir à un rassemblement déclaré, ce qui est le cas tous les jours devant l'Odéon et devant la plupart des lieux qu'on déclaré. Et on n'a pas le droit de ne pas être chez soi après 19h. Écoutez, notre argument, c'est de dire, ce lieu, c'est chez nous. C'est un théâtre public, c'est un lieu public. C'est l'endroit où on veut travailler. Donc, on l'occupe parce qu'on veut travailler. On a un argument professionnel. Notre occupation, elle continue dans les mêmes conditions qu'avant le pseudo-confinement qu'on vient d'Île-de-France. Et de toute façon, ce n'est pas avec des mesures pseudo-sanitaires qu'on va nous faire rentrer à la maison alors qu'il y a un tel mouvement qui s'est levé. Faudrait-il créer des états généraux du spectacle vivant?
des états généraux, ça a existé. Il y a eu des différentes périodes où il y a eu des Valois de la culture et autres. Mais là, il faut bien dire qu'il y a deux sujets qui se croisent. Il y a un sujet qui est un sujet culture-spectacle, parce que le spectacle vivant est dans une situation catastrophique, et bientôt peut-être même le cinéma, puisque pour l'instant, le volume d'activité dans la production cinématographique n'a pas baissé, mais il y a 1 an de retard de films sur les étagères. Il y a des films qui sortiront jamais. Et quand ça sortira, les distributeurs, le système de production, qui est déjà parfois fragile pour certains films, fera que les salles seront occupées par les plus grosses productions et qu'on a un vrai risque sur la diversité et un vrai risque sur le volume d'emploi dans le cinéma. Si ça se trouve, dans 6 mois, il y aura un fort taux de chômage, comme on le rencontre dans certains secteurs du spectacle vivant. Donc il y a besoin, oui, de redéfinir la politique culturelle. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'il faut qu'il y ait ce plan de reprise, parce que c'est à la fois un plan pour l'emploi, pour nous permettre de travailler, et puis c'est un plan pour que les gens retrouvent le moyen d'avoir toute la diversité des offres. C'est ce qui s'exprime devant les théâtres. Bon, et c'est le besoin de ce lien, de ces spectacles, d'autres choses que tout seul devant son écran chez soi. Mais c'est aussi une bataille, ça se croise entre les deux. Les intermittents de spectacle sont à la jonction d'un sujet sur la culture et d'un sujet sur la précarité. Et ça, c'est aussi une bataille où on ne peut pas se retrouver à soi-disant sauver les intermittents du spectacle tout seul, pendant que des millions de personnes se font massacrer par ces politiques de précarisation à outrance, toutes les lois de travail, les ordonnances Macron, etc., et en même temps de destruction des droits sociaux, qui visent à faire une espèce d'armée de réserve du patronat, de gens qui ne peuvent, parce qu'ils sont à la survie, qu'accepter des boulots extrêmement dégradés, alors que tout le monde a envie de vivre de son métier et de participer à une société dans laquelle on a un lien social d'une autre nature. Moi, je dirais tout simplement pour compléter, je suis absolument d'accord avec toi, les états généraux de la culture que Jack Khalid d'ailleurs avait initié à un moment donné. Je trouve que c'est pas du tout que c'est pas intéressant, mais à un moment donné, quand on est en zone de guerre, on choisit ses priorités et il y a des urgences. Alors il y a des urgences et là il y a une urgence sociale qui fait que d'abord réglons l'urgence sociale, donnons à manger aux gens. Et puis ensuite, on pourra peut-être faire les états généraux de la culture. Mais je ne pense pas que ce soit l'urgence. On va faire les deux en même temps. Ouais, on va faire les deux. D'ailleurs, sur le fronton de l'Odéon, il y a toutes nos revendications et on n'a pas envie de cocher qu'une partie de la liste. Ouais, bien sûr. Pouvez-vous décrire les effets du chômage partiel et notamment pour l'intermittence du spectacle? Oui. Alors, ce qu'on appelle l'activité partielle, mais souvent couramment le chômage partiel, c'est un système qui est censé éviter des licenciements. Par exemple, une entreprise, elle a été mise à l'arrêt à cause du premier confinement. Prenons, un grand hôtel. Un grand hôtel, elle a des salariés et comme toute l'activité est arrêtée et qu'elle n'a pas de recettes, elle n'a pas de rentrée financière, elle dit « Ok, moi je vais devoir licencier tout le monde ». Bon, le système d'activité partielle, c'est l'État qui a dit, d'un seul coup, ils ont trouvé de l'argent magique. On a trouvé très très vite 42 milliards en moins d'1 an. Pour permettre à ce que l'État rembourse les salaires plutôt que de voir une explosion du chômage. Alors ça a plutôt bien marché pour les salariés permanents, avec quand même des arnaques parce qu'on voit des Carrefour et autres qui touchent de l'activité partielle pour maintenir leur emploi et puis qui derrière licencient. Donc en gros, ça veut dire que l'argent public a servi à financer des licenciements s'il n'y a pas s'il n'y a pas l'obligation, la conditionnalité au maintien de l'emploi. Et donc ça c'est bien le problème qu'il y a eu. Mais il n'empêche que, avec ce gros bémol de non-conditionnalité à l'emploi, ça a maintenu pour l'instant l'activité permanente, ça a évité des faillites et autres. Mais l'ensemble des travailleurs précaires ont été très peu concernés par l'activité partielle. Dans le spectacle, il y a eu un pic, les contrats qui étaient signés ou les promesses d'embauche ont fait qu'en avril, il y a eu 43% des contrats qui ont été couverts par l'activité partielle. Et après, c'est retombé. Pour plein de raisons. D'abord, ce n'était pas adapté réglementairement, pour plein de raisons que je ne rentre pas dans les détails, mais surtout, chez nous, les contrats sont très courts. Ils sont pas signés à l'avance. Et donc, dans l'incertitude de ce qui se passait, les employeurs n'ont pas signé les contrats. Et donc, l'activité partielle est tombée à 3% en septembre. Avec le confinement, on est remonté à tout juste 10%. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, d'après les chiffres qu'on a, normalement, il y a à peu près 2,6 milliards de masse salariale sur une année qui concerne le volume d'activité des intermittents. Il y en a 24% qui a disparu. Et seulement une toute petite partie a été couverte par l'activité partielle.
En gros, c'est comme si on avait fait un licenciement de 1 intermittent sur 4. Et la somme que ça représente 550 millions d'euros. Ça, c'est la différence entre 2019 et 2020. Il va se produire la même chose, voire pire, en 2021. C'est pour ça qu'il faut un plan de reprise. Parce qu'il faut financer, alors justement ce que n'a pas financé l'activité partielle, il faut financer la reprise, il faut financer une politique culturelle basée sur l'emploi. Et pour finir et élargir au-delà des intermittents du spectacle, le même phénomène s'est reproduit pour les intermittents du spectacle et pour la plupart des travailleurs précaires. Les saisonniers, par exemple, c'est un sujet sur lequel la CGT saisonnier s'est beaucoup battu. Les saisonniers des stations de ski cet hiver, eh bien, avec énormément d'efforts et même avec des incitations diverses et variées, on a réussi à faire en sorte que seulement 40% des CDD soient couverts par l'activité partielle. Donc là où on dit qu'il y a des perdants, c'est justement parce qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau, soi-disant quoi qu'il en coûte, on allait éviter ça. Dans la réalité, eh bien, les perdants de la crise sont déjà ceux qui subissaient la précarité et qui subissent en plus la réforme de l'assurance chômage. C'est pour ça que nous nous battons sur tous ces fronts-là et qu'on veut une autre politique. Et sur les extras de l'hôtellerie, restauration, guide conférencier, ils le disent tous, ils n'ont absolument pas bénéficié d'activité partielle puisqu'ils n'avaient pas de contrat signé par avance. Et donc là, eux, c'est quasiment 0%. Hein. Au niveau de l'événementiel, il y en a eu quelques-uns, mais les extras hôtellerie, restauration, hors événementiel et les guides conférenciers n'ont pas bénéficié d'activité partielle. Quel mode d'action mettre en place pour augmenter le rapport de force ? Alors c'est encore une fois un sujet qui dépasse notre petit Facebook Live sur l'assurance chômage. C'est un sujet intéressant. On va répondre. C'est une question qui se pose dans toutes les assemblées générales et dans les coordinations et à nous en tant qu'organisation qui avons lancé le mouvement. La question, c'est que en gros, on est en train de vivre une troisième phase du mouvement. La première phase, c'était l'occupation de l'Odéon parce qu'on voulait se faire entendre et on avait ras-le-bol de discuter avec des ministres, des cabinets qui nous disent oui, on va faire quelque chose pour vous et il ne se passait rien sur toutes nos revendications. Et il ne se passait même plus que rien puisqu'il y a la réforme de l'assurance chômage depuis le 2 mars qui est annoncée, qui est confirmée et qui prévoit la baisse des droits. Donc la première phase, c'était l'entrée dans l'Odéon. La deuxième phase, c'est la réponse de tous ceux qui sont entrés en occupation et qui est en train d'augmenter, qui continue à augmenter le nombre de lieux culturels occupés. La troisième phase, c'est comment on continue à garder le tempo et comment on obtient réponse sur nos satisfactions. Il y a deux sujets. Il faut des réponses sur toute la liste des sujets qui concernent la culture, notamment le plan de reprise. Là, le gouvernement doit absolument entendre toutes les demandes. Il a commencé à lâcher sur l'accès aux droits sociaux pour les congés maternité et maladie, mais on ne créera victoire que quand on aura eu, c'est ce qui leur coûte le moins cher, que quand on aura eu les décrets et qu'on sera sûr qu'ils couvrent absolument tout le monde. Mais les maternitantes en parleront encore mieux que moi. Et puis sur l'assurance chômage, la question maintenant, c'est qu'on a peut-être trouvé le moyen, on est persuadé qu'on a trouvé le moyen d'enfin lancer une mobilisation sur un sujet qui est extrêmement difficile. Comme disait Samuel, souvent c'est plus difficile, même s'ils sont plus nombreux que les intermittents de spectacle, que les intérimaires et intermittents, du fait de leur précarité, du fait de ne pas avoir des festivals comme le Festival d'Avignon, ont du mal à trouver le moyen et de trouver l'action. Mais on peut y arriver. Les assistantes maternelles, par exemple, l'année dernière, ont réussi à se mobiliser de façon remarquable, ce qu'on a appelé les Gilets roses, en créant ensuite 25 syndicats départementaux. On a réussi à empêcher une modification de la réglementation de l'assurance chômage. Mais il faut continuer, il faut élargir, il faut qu'il y ait de plus en plus de lieux occupés. Il faut qu'on continue cet échange où sont présents dans les lieux de culture des intermittents qui ne soient pas que du spectacle. Et il faut qu'on arrive à multiplier les luttes qui sont en lien avec la question du travail, de l'emploi et des droits sociaux, dont l'assurance chômage. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les vendredis de la colère qui ont déjà commencé, puisque tous les lieux qui se coordonnent font un focus sur l'assurance chômage le vendredi. Mais maintenant, on est passé à une autre phase. Le vendredi de la colère, on va mener des actions, on va définir les formes, mais des actions qui demande spécifiquement à amplifier la mobilisation contre cette réforme et pour des droits pour toutes et tous. Oui, pour compléter, je dirais deux choses. Il ne faut pas oublier d'aller renforcer la lutte
là où elle est déjà présente, hein, sur les 70-75 lieux occupés. Il y a des gens qui vous attendent et qui n'attendent qu'à être relayés parce qu'une occupation, si on veut qu'elle soit longue, il faut qu'il y ait du monde. Donc ne pas se dire mon théâtre est occupé, c'est bon, on va faire autre chose. Non, si vous êtes dans une ville ou un village où un lieu est occupé, allez aider cette occupation, allez participer. Je sais qu'il existe à peu près partout ce qu'on fait ici à l'Odéon, des agoras sur la place devant sur la place devant les théâtres, allez y participer, et puis effectivement, essayons d'étendre ce mouvement au maximum. Imaginez que si dans chaque ville, il y a un lieu qui est occupé, avec devant le lieu occupé tous les jours des discussions politiques sur l'assurance chômage, sur la précarité et autres, eh bien dans ces cas-là, on créerait une chose quand même assez inédite, c'est-à-dire que des sortes de nuits debout partout en France, et par période de Covid, c'est pas mal ça déjà. Et je vous assure que si on arrive à ça, si on arrive à multiplier les lieux, en avoir 100, 150, 200, 250, avec partout un débat public, un débat sur les choses dont on parle, mais peut-être aussi sur d'autres choses, car le débat peut-être ouvrira sur d'autres questions essentielles. Là, à ce moment-là, on pourra vraiment les faire vaciller, ou en tout cas vraiment leur faire très, 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 très peur. Et je pense qu'il faut continuer à renforcer ces actions dans les lieux culturels, les multiplier, renforcer là où ils sont et les multiplier là où ils ne sont pas. Vraiment, si vous occupez un lieu ou si vous n'êtes pas loin d'une ville qui en occupe, appelez les copains, dites allez-y, ça c'est pas occupé, rentrez dedans, organisez des assemblées générales, des débats publics, et je vous assure que le combat ne fait que commencer. Et pas forcément que des lieux culturels. À Nantes, vendredi, il y a eu l'occupation de la direction régionale de Pôle emploi. Et c'est compliqué d'entrer dans les pôles emploi, il faut le faire avec les syndicats de Pôle emploi, mais ça génère des discussions, par exemple, très intéressantes sur la souffrance que c'est pour des salariés de Pôle emploi qui n'ont pas envie d'être des radiateurs, des gens qui virent les gens de l'assurance chômage, mais qui sont mis à travailler à Pôle emploi pour, au contraire, aider les gens à avoir un revenu de remplacement, à retrouver un boulot, plutôt que d'être là pour les sanctionner. Donc allons-y de façon à ce que ça s'élargisse partout au maximum. Du coup, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, donc je ne sais pas si on va peut-être répondre à ces questions, et après Okay. c'est bon. Après août 2021, sur quels revenus sont calculées les indemnités chômage? Pour les intermittents ? Je pense, oui. Oui, alors apparemment il y a une question qui nous dit qu'est-ce qui se passera après le 31 août 2021. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, puisque si rien n'est fait, après le 31 août 2021, on va rechercher 507 heures sur toutes les périodes qui n'ont pas été utilisées, c'est-à-dire en remontant du 31 août et potentiellement même jusqu'à 2019, jusqu'à mars 2019. Ça dépend pour qui. Ça dépend quand est-ce qu'est tombée ta date d'anniversaire. Pour quelqu'un qui avait sa date d'anniversaire, par exemple, en mars 2020, les heures n'ont pas encore servi et on peut chercher les heures sur longtemps. D'ailleurs, c'est une égalité à cette date unique parce qu'il y a des gens pour lesquels, en gros, la prolongation, elle a été de 6 mois et d'autres, elle a été de 18 mois. Et donc, là, pour l'instant, après le 31 août, de toute façon, ce qui se passe, c'est que il y a ceux qui auront le même nombre d'heures qu'avant, donc on leur calculera un taux équivalent, comme si c'était rien passé. Il y a ceux qui ont eu tout juste 507 heures qui, eux, ont quand même perdu et qui pourraient voir leurs allocations baisser alors qu'ils ont déjà vu leurs revenus baisser. Puis il y a ceux qui n'auraient rien du tout parce qu'ils n'auraient pas les 507 heures, comme parmi les secteurs les plus touchés, la musique, les prestations, surtout des gros concerts, le champ du buzo, c'est-à-dire du spectacle occasionnel, tous ceux qui travaillent avec des comités des fêtes, des bars, des fêtes de famille, qui sont les plus touchés. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut une prolongation de l'année blanche pour tout le monde, une prolongation qui ne soit pas en plus avec une date unique, mais qui donne 1 an après la fin de toutes les périodes d'empêchement de travailler, que ce soit l'interdiction ou une dégradation. 1 an après le retour à la normale, pour avoir 1 an pour faire ses heures selon l'expression consacrée. Et c'est valable évidemment pour tout le monde. C'est valable pour les primo-entrants, parce que ceux qui ont été oubliés, c'est les jeunes qui n'avaient pas encore leurs heures en mars 2020. Donc on propose d'ouvrir des droits à 250 heures.
Et c'est valable pour tous ceux qui ont le même besoin. On nous a dit quoi qu'il en coûte, personne n'y perdra. Eh bien, pour que personne n'y perde, il faut qu'il y ait une ouverture de droit pour tous ceux qui n'ont pas été couverts par l'activité partielle et qui ont besoin de ce revenu de remplacement jusqu'à ce qu'on revienne entre guillemets à la normale, parce que la normale, c'était quand même pas le paradis pour beaucoup de monde avant 2020. Oui, parce que pour amener une petite précision à ce que vient de dire Denis, pour ceux qui ne seraient pas du spectacle, on parle d'année blanche, mais cette année blanche ne concerne que ceux qui avaient déjà des droits ouverts. Donc c'est une prolongation de droits pour ceux qui étaient déjà inclus dans le système. Et évidemment, tous celles et ceux qui sont sortis des écoles et qui allaient faire leur premier spectacle et qui allaient donc entrer dans le système en faisant leurs fameuses 507 heures, leur ouvrant des droits, et bien tous ces gens-là ont été empêchés de les faire. Et donc eux, ils ne sont même pas sur prolongation, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'année blanche, ils n'ont rien du tout. C'est ce qu'on appelle effectivement les primo-entrants. Et effectivement, il faut absolument une baisse du seuil d'accès pour eux, parce qu'ils ne pourront pas faire leurs 507 heures. Là, tout de suite, c'est impossible. Ensuite, une convergence avec les syndicats patronaux est-elle envisageable? Alors, ça dépend quels syndicats patronaux. Parce que des syndicats patronaux du secteur, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y en a différents types. Le Syndéac, d'accord. Bon, le Syndéac, c'est le syndicat des entreprises artistiques et culturelles, en gros, les institutions publiques et subventionnées. Et puis, il y en a d'autres. Bon, le Syndéac a appelé à un printemps inexorable, a appelé d'abord aux manifestations du 4 mars, d'où on est parti pour occuper l'Odéon au passage, mais a appelé aux manifestations avec d'autres organisations, comme le syndicat du cirque de création, comme le Chinavi, comme différentes organisations, d'autres, le Profedim, qui sont des syndicats patronaux, on va dire, mais qui représentent des employeurs publics ou subventionnés du secteur du spectacle vivant. Le 4 mars, ça a été appelé unitairement. Maintenant, je ne cache pas qu'il y a un débat. Le Syndéac dit il faut une réouverture des lieux. Nous, on dit oui, il faut une réouverture, mais il faut une réouverture accompagnée d'un plan de reprise. Parce qu'une réouverture qui permet de réouvrir uniquement, réouvrir au public au passage, mais qui permet de ne réouvrir et de ne faire travailler qu'une personne sur 4, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas une réouverture suffisante pour nous. On veut la réouverture, on veut retrouver le public. On est d'accord qu'on peut accueillir des gens dans les salles de spectacle dans des conditions sanitaires qui permettraient d'avoir au moins des jauges minimum. Mais il faut que cet accompagnement il permette à tout le monde de travailler. Parce que les grands concerts, les arts de la rue ou d'autres, voire les conséquences sur le cinéma, ça nécessite un accompagnement pour qu'on retrouve la normale. Sinon, la crise leur a fait des victimes, et les victimes, ce seront des artistes, des techniciens intermittents du spectacle en particulier, et des autrices et des auteurs, ne les oublions pas, qui se feraient dégager de ce secteur d'activité sans cet accompagnement à la reprise. Ensuite, la dernière question, c'est certains secteurs ne travaillent plus du tout. Peuvent-ils ou doivent-ils toucher une retraite? Alors c'est un peu compliqué de répondre. C'est que les droits à la retraite, c'est compliqué. Les droits à la retraite, c'est une autre bataille. Je rappelle juste qu'avant la crise Covid, on était en pleine bataille contre un projet de réforme des retraites qui était catastrophique pour pour l'ensemble des salariés, et particulièrement pour les travailleurs précaires, et particulièrement pour nos secteurs. Parce que c'était une réforme de système à fond, on ne va pas rentrer dans les détails, qui pénalisait tous ceux qui avaient justement une carrière discontinue, qu'on soit intermittent du spectacle, qu'on soit extra-hôtelier ou autre. Et notamment les femmes qui ont plus souvent des périodes d'arrêt pour élever les enfants, en plus des congés maternité. Donc c'était une réforme particulièrement scandaleuse parce qu'elle renforçait les inégalités. Cette réforme-là, pour l'instant, Emmanuel Macron l'a suspendue et ne pourra vraisemblablement pas la faire avant la fin de son quinquennat. Mais il y avait déjà eu d'autres réformes auparavant. Donc les conditions d'âge, on revendique la retraite, nous, à la CGT, à 60 ans, mais les conditions de départ en retraite, c'est quand même 62 ans officiellement, et dans les faits, pour avoir une retraite à temps plein, c'est 63 ans. Ce qui est déjà très difficile à faire. Il y a beaucoup d'intermittents du spectacle qui n'arrivent pas à cet âge-là en ayant la possibilité de travailler jusqu'au bout dans leur carrière. C'est une profession dans laquelle il y a énormément de turnover du fait de la précarité aussi, et pour plein de monde. Donc la crise ne va pas permettre d'améliorer ça, au contraire, il y a des conséquences sur les droits à la retraite, parce que toutes les périodes travaillées qui n'ont pas été travaillées, qui ont disparu, c'est des périodes de cotisation en moins, et ça c'est aussi un autre angle mort
de la crise, parce que pour certains, c'est compliqué à expliquer, ça dépend du moment où on prend sa retraite, mais pour certains, que ce soit des intermittents du spectacle ou des travailleurs précaires, quel que soit leur secteur, ça va aussi amputer leur droit à la retraite de façon plus ou moins importante. On est au bout des questions ? On va s'arrêter là. Ouais, bon, bah alors, dans ce cas-là, on s'arrête là. Puis certainement qu'on n'a pas tout épuisé les questions, mais on pourra aussi compléter avec des documents d'analyse de la réforme d'assurance chômage. Ce sera plus facile. On a des décryptages à la CGT. Il y a eu des décryptages faits par différents collectifs, différents groupes. Il y a des vidéos qui ont été faites. Samuel en fait souvent. Tout ça, ça va nous permettre de continuer le débat et puis de s'emparer des choses, parce que faut pas que ça reste un débat de spécialistes. Ouais, c'est compliqué, ça nécessite des connaissances juridiques, enfin des connaissances de la réglementation à tel ou tel endroit, mais le fond est facile à expliquer. Le fond, c'est que tout le monde a le droit à vivre dignement et a le droit à un revenu de remplacement s'il est privé du droit au travail. C'est ça la perspective, et c'est ça qui construit le fait qu'on n'est pas un agent économique tout seul dans son coin qui doit se démerder dans le monde de brut qu'est le monde libéral, mais on construit une société collective avec des droits collectifs pour que tout le monde soit protégé. Oui, absolument. Pouvoir entrer et sortir de l'emploi avec un maintien de salaire, c'est évidemment ce à quoi il faut arriver. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on gagnera tout de suite, mais en tout cas, c'est ce vers quoi il faut pousser. Voilà, merci. On ne va pas en défense, Merci on va Samuel, pour merci une Denis. perspective. Du coup, on vient de me dire que là, on arrivait à 73 lieux occupés. Donc, Super. c'est super. Bravo à toutes et tous. Continuons. Continuez, ouais, à vous mobiliser partout, occupés partout. Et n'hésitez pas à continuer à partager notre page Facebook, Instagram ou Twitter, à aller sur notre site Radio Déon, et surtout à venir nous voir tous les jours à 14h pour nos rendez-vous quotidiens. Voilà. Merci Noémie. Merci à l'équipe technique, ceux qui sont derrière la lumière.